est chargé de relations avec les institutions. Bonsoir, Monsieur Sambassi. Bonsoir, Binta. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec deux tristes nouvelles. Il y a eu déjà un député du PASTEF ou de Yewwi qui a tiré sa révérence. Vous êtes chargé, vous êtes ministre chargé des institutions. Nous avons également perdu un as de l'entrepreneuriat, le DG ou le président de Sunu Assurance. C'est le monde du travail qui est également en deuil. Quelle est votre réaction par rapport déjà à tout ça? Je voudrais présenter mes condoléances aux familles des deux personnalités que vous venez de mentionner. Dire que c'est vrai, nous voyons bien combien la vie est évanescente et pourquoi il faut être très attentif aux actes que nous posons. Nous ne sommes, madame, que de passage et la disparition de cet honorable député, la disparition de ce compatriote éminent parmi les Sénégalais nous montre combien nous sommes contingents et combien, encore une fois, notre vie est relativement éphémère. Je voudrais donc présenter mes condoléances aux familles des disparus au nom du président de la République, présenter mes condoléances, disons, à tout notre peuple qui, évidemment, a vécu ces temps derniers dans une épreuve assez difficile. Justement, cette épreuve, c'est l'accident survenu à Kaffrine, à 6 kilos, 41 morts également. Votre lecture par rapport à... Une véritable tragédie. Qu'il y ait des morts, il y en a tout le temps, c'est la loi de notre sort, mais qu'autant de personnes partent en même temps, que la plupart d'entre elles soient à la fleur de l'âge, qu'elles partent pour certaines alors qu'elles étaient en train de dormir. Le reportage que vous avez livré tout à l'heure est un reportage à tout point de vue poignant. Évidemment, cela fait mal, mais quelque part également, cela devrait peut-être heurter notre conscience collective. Il me semble que le moment est venu pour qu'ensemble, en tant que Sénégalais, nous prenions les résolutions et que nous nous disions plus jamais cela. On ne veut pas dire que nous ne mourrons pas, mais au moins que nous cessions de partir de cette manière-là, de cette manière aussi tragique. Oui, l'État a déjà pris plusieurs mesures, une vingtaine de mesures. Est-ce que vous pensez que quand même ces mesures pourront penser les accidents de la route? Les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens. Ce sont des mesures de précaution, ce sont des mesures simplement rationnelles. Que faisons-nous ensemble en tant que Sénégalais? Nous vivons dans une économie de la débrouille. Nous vivons dans la précarité et le fait que nous soyons dans la précarité nous autorise trop souvent à faire tout et son contraire. Nous venons de voir qu'il ne faut pas que nous le fassions. On ne peut pas mettre sur un véhicule des sortes, disons, de choses qu'on s'y rajoute, n'est-ce pas, des monte-charges au niveau desquels on met en fait des tonnes de bagages qui déplacent absolument les centres de gravité des véhicules que nous utilisons. Il n'est pas possible qu'à l'intérieur de nos voitures, nous nous entassions comme des sardines. Il n'est pas pensable que nous continuions à rouler à toutes les heures. Vous savez, il y a une sorte d'horloge biologique qui vient, disons, des profondeurs de notre humanité. Il y a des rythmes de vie qui font que la nuit est globalement destinée plutôt à la récupération et au repos. Si nous voulons rouler de jour, rouler de nuit, ne pas nous arrêter, évidemment, nous nous exposons. Alors, les mesures qui ont été prises sont des mesures simplement de rationalité, de rationalisation, pour qu'ensemble nous essayions de faire face. Oui. Alors, dans cette affaire, il y a des transporteurs qui ont été pointés du doigt. Il est dit que ces transporteurs surexploitent les chauffeurs qui sont obligés de faire des kilomètres et quand même qui ne peuvent pas s'empêcher de dormir. Et quand on dort au volant, on ne peut pas s'étonner s'il y a accident de la route. Est-ce que ce n'est pas à partir de là que l'État doit aussi intervenir? L'État doit agir à bien des niveaux. Il faut que les lois qui en principe sont universelles et impersonnelles soient appliquées et qu'elles soient appliquées à tout le monde. Ce secteur que vous typez est un des secteurs dans l'économie de notre pays qui évidemment souffre de son caractère informel. Nous gagnerions en formalisant ce secteur-là, en faisant de sorte qu'il y ait du travail décent. Un travail décent est limité dans le temps. Un travail décent est payé d'une certaine manière. Un travail décent est un travail au niveau duquel le travailleur est protégé socialement parlant. Il peut se soigner quand il tombe malade. Un travail décent, c'est un travail qui assure les vieux jours du travailleur. Il n'y a pas de raison
que ce qui est fait pour certains d'entre nous ne soit pas fait pour tout le monde. C'est ensemble que nous devons engager ce projet-là. Il est évident que si nous arrivions à avancer en ayant des bons contrats en bonne et due forme, en rationalisant ce qui est fait, nous gagnons tous. Il ne faut pas que nous accusions simplement un segment de notre société. C'est ensemble qu'il faut que nous voyions qu'est-ce qu'il faut faire et que nous acceptions de payer le prix des changements qui sont des changements indispensables. Monsieur le ministre, est-ce que justement l'État n'a pas laissé trop faire, parce qu'on a quand même vu ce que vivent ces chauffeurs, les receveurs de bus, je ne dis pas tout le monde, mais quand même ils sont exploités, ils ne sont pas bien payés, quand ils sont malades, ils ne sont pas soignés. Ils travaillent dans la frustration. Est-ce que l'État quand même ne peut pas quand même intervenir par rapport à tout ça? L'État doit intervenir, l'État est intervenu, il va davantage intervenir. Vous savez, madame, la difficulté dans notre société, c'est qu'au fond, au nom de cette précarité que j'évoquais, au nom des difficultés que nous endurons, au nom des équilibres que nous voulons préserver, trop souvent, nous évitons ce qui fâche. L'État voudrait-il intervenir d'une certaine manière que très vite, vous aurez un segment de la société qui se lèverait pour dire non. Non, parce qu'il faut bien que les gens puissent survivre. Il faut qu'effectivement, que nous fassions, disons, violence et que nous acceptions simplement que les mesures de bon sens soient prises. Beaucoup de choses ont été faites, elles sont insuffisantes. Nous avons maintenant de bonnes routes. En matière de, disons, déplacement, il y a des progrès notables qui ont été faits. Ils ne satisfont pas toute la demande, mais des avancées sont là. Ces avancées, il faut les consacrer, il faut les approfondir, il faut évidemment faire de sorte qu'elles s'étendent davantage et qu'ils irradient toute notre société. Si nous arrivons à le faire, et si nous faisons maintenant cette révolution, disons, psychologique à tous les niveaux, je vous assure qu'au fond, il y a beaucoup de choses que nous laisserons derrière nous. Oui, mais vous êtes en train toujours de faire dans la projection, le temps n'attend plus, la formation, l'exploitation. Il faut que l'État agisse tout de suite et maintenant. Je crois que les mesures qui ont été prises à la suite de cette tragédie, qui ont été prises dans la foulée de cette tragédie, la célérité avec laquelle les actes ont été produits et ce qui est en train de se passer montre que l'État est déterminé à agir. Cependant, vous parlez de formation et vous avez raison. Parce qu'il faut que nous essayons de faire advenir d'autres comportements. Et ça, ce n'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Il faut que nous apprenions à aller à l'école. Il faut que nous prenions en charge les plus petits parmi nous. Ça ne veut pas dire que les plus âgés sont irrécupérables, mais ça ne va pas être l'affaire, disons, d'une heure de temps ou de 2 jours. Évidemment, il faut que nous consacrions également du temps à tout ce qu'il faut. Je veux dire qu'il faut également que nous évitions, évidemment, en faisant montre d'empressement, de faire de sorte que nous vendangions toute l'œuvre entamée. Donnons aux choses le rythme, faisons ce qu'il faut de manière impérative, avançons de manière sensée, acceptons évidemment de faire, disons, les pas nécessaires. Mais on a comme l'impression que nous faisons du sur place. Des mesures ont été encore prises, 20 mesures, alors que en 2017, tout le monde se rappelle quand même le conseil interministériel qui a été tenu. Au sortir de ce conseil, 10 mesures ont été prises, mais après la pression des syndicats, et l'État avait tout de suite reculé. Est-ce que ce ne sera pas également la même chose? Vous dites que vous avez le sentiment que nous faisons du surplace. On peut le dire sous certains rapports, mais sous d'autres rapports, non. Oui, nous avons eu une réunion avec les transporteurs, les syndicats, etc. Quand je dis nous, c'est le gouvernement. Il y a peu, c'était au mois de février, et nous sommes parvenus à un certain nombre de constats et d'accords. Et au cours de cette rencontre, j'ai eu à dire, et je le pense très sincèrement, que de toute façon, la vie va nous imposer des changements. Vous savez, nous avons aujourd'hui un moyen moderne de déplacement à Dakar, c'est le TER. Bientôt, nous espérons inaugurer le BRT. À la suite de ça, il y a que quand même Dakar Dem-Dikk permet de faire un certain nombre de voyages dans une situation de confort et de sécurité relativement appréciable. Et on veut avancer et aller plus loin, amplifier. De deux choses l'une, soit le reste des transporteurs suit le mouvement, ou alors de manière définitive, évidemment, ils seront laissés à la traîne. Je veux dire que nous pouvons avoir le sentiment que nous n'avançons pas aussi rapidement qu'il était souhaité. Nous pouvons dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été corrigées. Elles vont l'être à partir de maintenant. Cette impression de surplace, il faudra évidemment que nous fassions de sorte qu'elle n'ait plus cours en amplifiant ce qui a été fait et la décision est prise. En tout cas, tout le monde attend cette fois-ci quand même que ces décisions soient appliquées sans pression. Il ne faudrait pas que nous attendions seulement, il faudrait que nous participions
à la réalisation des décisions. Comment? C'est nous qui nous entassons dans les cars et qui acceptons les surcharges. Ce sont nos bagages qui sont transportés. C'est nous qui roulons trop vite. C'est nous qui ne respectons pas le code de la route. C'est nous qui négocions d'une certaine manière quand nous sommes en infraction. Sur toutes ces choses, le gouvernement est décidé à agir, mais un gouvernement tout seul ne peut pas tout faire. Il faut qu'ensemble, nous ayons cette volonté collective de dire plus jamais ça et d'agir en conséquence. Mais on l'avait dit avec le bateau Le Joola, l'introspection n'a pas suivi. Cette fois également, on nous demande la même chose et c'est sûr que ça ne suivra pas non plus. Il faut que l'État soit beaucoup plus présent. Oui, je vois que vous êtes peut-être adepte de la trique. Moi, je voudrais me convaincre d'abord, vous convaincre vous-même, convaincre nos compatriotes que c'est ensemble qu'il nous faut avancer. Bien sûr, il y aura toutes les mesures de coercition qui seront prises, mais elles ne suffisent pas si nous-mêmes, nous ne sommes pas les gardiens vigilants de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Il faut qu'on en arrive là et c'est une question simplement d'éthique individuelle et collective. Et à ce niveau-là, toutes les mesures en tout cas qui doivent être prises seront prises. Les forces de défense et de sécurité vont jouer leur partition. Encore qu'il ne faudra pas que demain, une journaliste réputée et connue prenne son téléphone pour demander quand même que le cas de X ou Y soit traité avec moins de sévérité. Ça aussi, il faut bien que nous en parlions. Oui, alors vivement que nous trouvions ce consensus quand même, parce que les cas tombent sur nos routes, on veut que ça soit derrière nous quand même. Monsieur le ministre, nous allons aborder un autre sujet. On a quand même entendu les centrales syndicales également ces derniers temps réclamer l'augmentation des salaires dans le privé. Notamment également, ils ont demandé que la prime de transport soit augmentée et tout. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous. Est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à plaider pour les travailleurs du privé? Je voudrais saluer les travailleurs de mon pays, saluer également, disons, le patronat de notre pays, et sourire un peu à la faveur de votre question et dire qu'au fond, ce qui nous rattrape, c'est aussi les avancées qui sont les nôtres. Et là, nous ne faisons pas du surplace. Absolument. Vous savez que de très gros efforts ont été faits en direction du segment public de nos travailleurs. Les salaires ont été relativement, disons, augmentés et de manière absolument appréciable. Le champ du privé nous dit il faut, les travailleurs du privé nous disent il faut faire quelque chose pour nous. Cette demande est audible, mais il ne faut pas oublier d'où est-ce que nous venons. Je voudrais rappeler que le SMIC a été augmenté il y a 3-4 années de cela. Il n'a pas été doublé, mais il a été quasiment doublé. Je voudrais rappeler qu'en 2020, il y a eu relèvement des salaires au niveau du champ privé de 5 à 8%. Rapporté à ce qui a été fait dans le public, il n'y a pas photo. Les efforts ont été faits. Et notre chance, c'est d'avoir des partenaires sociaux qui sont des partenaires sociaux réalistes, ouverts et disponibles au dialogue. Le ministère qui est le mien s'appelle ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Je suis convaincu qu'autour de la table, comme nous l'avons si souvent fait, nous allons nous retrouver sous peu, nous avons rendez-vous du reste, nous allons discuter, mettre nos arguments sur la table et entre gens raisonnables. Ma conviction, c'est qu'on va... Vous avez fixé la date, nous avons rendez-vous, disons, le 17. Évidemment, dans cette affaire-là, ça ne se passe pas en une demi-heure ou en une heure de temps, mais nous allons commencer à discuter parce que ce qui se joue est important. Et je suis convaincu qu'ensemble, n'est-ce pas, patronat, travailleurs, gouvernement, nous trouverons des solutions. Oui, nous sommes également dans un contexte de morosité économique. Nous savons tous ce qui se passe au plan mondial, pas seulement chez nous. On a augmenté quand même le prix du carburant et quand le carburant augmente, ce sera une chaîne d'augmentation. Et si ça se répercute au niveau des entreprises, est-ce qu'on ne va pas aussi assister à des licenciements économiques? Il faudrait d'ailleurs que nous soyons un peu plus, disons, attentifs à ce qui est en train de se passer. Vous dites le prix du carburant a quand même augmenté. Notons d'abord que nous avons en tant que pays fait un effort surhumain pour qu'il n'y ait pas relèvement du prix du carburant. Savez-vous, madame, que c'est 750 milliards de francs qui ont été consentis par le gouvernement de notre pays pour essayer de contenir le prix de l'électricité et le prix du carburant. 750 milliards de subventions pour que vous et moi nous payions moins, n'est-ce pas, et notre essence et notre électricité. Rapporté à l'échelle individuelle, chacun d'entre nous devrait savoir qu'au moins près d'un tiers de sa facture d'électricité est supporté par le gouvernement. Nous l'avons fait, mais quand vous le faites et que vous voulez le faire dans la durée, c'est au détriment d'autres secteurs qui sont des secteurs essentiels. Il faut que nous marchions
disons, d'un même pas, et que nous n'oublions personne au bord de la route. Il y a évidemment des gens qu'il faut aider. C'est aussi ça le sens des bourses de sécurité familiale. Bourses qui ont été doublement relevées, d'abord au niveau des destinataires, ensuite au niveau des montants. Il n'y a pas que ça, nous avons le monde de l'agriculture. Il faut des subventions pour que nous puissions produire. L'élevage également, la pêche et tout. Nous avons un monde de choses à faire. Nos moyens sont limités. Nous ne pouvons pas continuer à tout mettre simplement dans la subvention de l'électricité et du carburant. Et ensuite, même quand nous subventionnons, parce que nous continuons à le faire, il faut que nous ciblions un peu mieux. Dans cette affaire-là, quand on y réfléchit au fond, cette affaire de subvention, on se rend compte que les plus fortunés d'entre nous ont été, toutes choses étant égales par ailleurs, relativement mieux traités. Quand nous achetions tous l'électricité au même prix et que moi j'en consomme 5 fois plus que vous n'en consommiez, si l'électricité vous la payez au même prix que moi, ça signifie au fond que c'est moi qui gagne dans cette affaire-là. Ce qui a été décidé, c'est que la tranche sociale ne sera pas touchée, mais les autres tranches seront en fait minorées du point de vue de l'impact de la subvention. Ça veut dire que l'État va continuer à mettre la main à la pâte, à la poche, n'est-ce pas, pour que nous payions quand même moins notre facture, mais enfin on va mieux cibler cette subvention-là. Elle sera dégressive. La même chose maintenant pour, disons, le carburant. C'est vrai que le super a une hausse de 100 francs, le gasoil également, mais vous aurez remarqué que les autres produits, n'est-ce pas, qui sont aussi du carburant, n'ont pas été touchés. L'un dans l'autre, l'effort qui a été fait pour contenir les prix, l'effort d'accompagnement des populations, ces efforts-là vont être poursuivis. Maintenant, elles vont être évidemment redimensionnées. Mais ça ne va pas avoir des répercussions négatives au niveau des entreprises qui vont certainement dire que nous aussi, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Alors, nous allons procéder à des licenciements économiques. Non, je ne pense pas qu'on devrait réfléchir comme ça et qu'il y ait en fait cette proportion-là, disons, de relèvement qui amènerait à ce genre de considération. Je voudrais vous faire noter que nous avons vécu à la dure la difficile pandémie de la Covid-19. Mais là encore, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de retentissement sur le monde du travail, mais les efforts conjugués des travailleurs, du patronat, du gouvernement ont permis quand même de contenir, disons, les effets néfastes. Et bien, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, nous traversons une époque difficile à l'échelle mondiale due aux éléments que vous savez, mais nous l'avons traversée plutôt favorablement en tant que pays. Et c'est ensemble qu'il faut continuer ce que j'appelle notre odyssée. Alors, où est-ce que vous en êtes maintenant avec les enseignants? Cette année-ci, on ne les a pas encore entendus. Est-ce que cela veut dire que le protocole est bien épuisé? Nous entendons ensemble respecter le protocole. Il y a eu ce qui a été fait et qui est significatif, vous le savez, au plan de la rémunération. Il y a évidemment ce qui va être fait maintenant, parce que quelques, disons, éléments du protocole devront entrer en cours, n'est-ce pas, à la fin de ce mois-ci, et ainsi de suite. Donc, le gouvernement est déterminé à faire, disons, les efforts qui ont été des efforts, disons, qui résultent de l'accord que nous avons signé. C'est aussi ça, la prise en charge, disons, du relèvement des salaires dans un contexte où on est obligé de renoncer parfois à des taxes, de baisser la fiscalité, d'abattre des tarifs douaniers, les recettes diminuent, le seuil d'exigence augmente. Il y a des choses à faire pour électrifier, pour donner de l'eau, pour mettre en fait des structures de santé. Évidemment, tout cela commande l'ajustement. Voilà pourquoi on ne peut pas consacrer toutes nos ressources, disons, aux subventions de l'énergie et aux subventions de l'électricité. D'autant plus qu'on a également entendu les retraités demander la revalorisation de leur pension de retraite, entre autres points qu'ils ont eu à soulever ces derniers temps. Vous savez que les retraités, bon, puisqu'on en parle de cette manière-là, les retraités ont vu également leur retraite relevée. Évidemment, vous me direz maintenant qu'il y a des retraités qui émargent à des structures différentes. Et c'est vrai, ils font également partie des Sénégalais. Et je crois que cette aspiration-là, au mieux, est une aspiration absolument compréhensible. Et nous, du gouvernement, nous comprenons que davantage des réalisations seront faites, davantage le seuil d'exigence va grimper. Mais c'est un bon point, ça veut dire que nous avancerons. Madame, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un village, ou même un hameau où il n'y a pas d'électricité, vous dites que ce n'est pas juste. Et on vous entend. Mais vous le dites pourquoi? Parce qu'autour de vous, vous voyez que les autres hameaux, les autres villages ont de l'électricité. Idem pour l'eau potable, idem pour des routes carrossables, idem pour des ponts. Ça veut dire plus on va faire, davantage les Sénégalais seront en droit de dire ne m'oubliez pas, vous faites plus pour moi.
Merci, Monsieur le ministre. Merci, madame. Monsieur Samba Sy, il est le ministre du Travail, du Dialogue social, chargé également en relation avec les institutions. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.